Amis des tables traçantes analogiques, bonjour. Bon, eh ben, je suis incorrigible de chez incorrigible. J'ai plus de place du tout. Et qu'est-ce que je trouve le moyen de m'offrir? Une table traçante à 4 qui est énorme. Enfin, va me prendre une place folle. C'est un truc en plus, on peut rien poser dessus. Enfin, je sais même pas comment je vais faire. Mais bon, voilà, je sais pas pourquoi. C'est un coup de cœur. C'est sans doute pour me rappeler ma jeunesse où je travaillais avec ce genre d'engin. Enfin bon, elle était en panne, elle était pas chère, je l'ai réparée et bah, je vais en profiter pour vous la présenter. Alors, c'est parti. Je vous présente une table traçante Cefram de modèle TRP qui date à mon avis des années 80. À mon avis, elle a dû être fabriquée dans ces eaux-là. Hein. Donc ça lui donne un âge respectable de moins 36 ans ou quelque chose comme ça. Alors pourquoi je l'ai acheté, hein, c'est un petit peu comme l'autre. Quand j'étais étudiant, j'ai fait 2 fois de suite, je crois, un stage dans la société Cefram, hein, qui fabriquait entre autres ces tables traçantes. Et j'avais beaucoup appris, c'est un stage que j'avais beaucoup apprécié. Et c'est un petit peu par nostalgie que j'ai acheté celle-là. Je l'ai acheté chez un vendeur sur eBay, hein, qui s'appelle F1 Power, qui est spécialisé dans les appareils de mesure d'occasion. Et alors je l'ai pas payé cher, pourquoi? Parce qu'elle était en panne. Et donc, comme on ne trouve plus les schémas ni rien, c'était un petit peu un pari de la réparer. Enfin bon, comme je les connais et que je me suis dit que c'est quand même de l'électronique assez ancienne mais assez classique, j'ai tenté le coup et j'ai réussi à la réparer. Alors c'est quoi une table traçante? Une table traçante analogique, hein, j'entends bien, je ne parle pas des tables traçantes pilotées par microprocesseur. Et ben on peut le voir comme une sorte d'oscilloscope mais pour basse fréquence et qui au lieu d'utiliser un écran utilise donc du papier. Celle-ci donc elle permet de commander ici un stylo hein, qui est mis à cet endroit-là, donc par une tension en Y ou en X, et aussi, hein, ça c'est une option qu'elle a, en X d'avoir aussi un balayage en fonction du temps, donc un petit peu comme une base de temps dans l'oscilloscope. Au niveau des commandes, on va voir, c'est assez simple. La première commande qu'on va avoir ici, c'est la mise en route. Voilà, c'est pas plus bête que ça. Et après, alors là, bon, le voyant marche plus, hein, mais on voit qu'elle est en route, parce qu'on voit que si on bouge les boutons, et ça les déplace. Alors, justement, si on regarde les commandes, elles sont relativement symétriques pour le canal Y et X, avec quelques petites variantes. Ce qu'on va retrouver dans les deux cas, c'est le réglage du 0. Le réglage de l'origine, voilà, donc on peut déplacer, et qui représente 0 volt quelque part, qu'on veut avoir, ou pas forcément le 0 volt, mais enfin, je veux dire un 0. Voilà, donc on voit que le fait de tourner ces boutons qui sont très précis, hein, c'est des potentiomètres 10 tours, et on peut déclencher ça. Ensuite, ici, on a, comme on peut le voir, ici, la commande de la plume qui permet d'abaisser ou de monter la plume, sachant qu'on peut la commander aussi en fermant un contact extérieur. Ensuite, on va retrouver comme il y a sur un oscilloscope, c'est-à-dire ici l'entrée, et des atténuateurs de tension avec x1, x100, c'est-à-dire qu'on a quand même une dynamique qui est très très grande, hein, qui va de quelques microvolts à jusqu'à, c'est simple, 1000 fois 100, c'est-à-dire presque 100 volts de dynamique. Donc ça, c'est ce qui va permettre de régler la sensibilité, hein, quelque part, c'est comme un oscilloscope. Alors ensuite, on a ce système de décalage de 0. Alors ça, c'est un petit peu spécial. Alors pourquoi c'est comme ça, ça revient finalement, bizarrement, à ce qu'on appelle le couplage alternatif ou continu. Si je veux regarder une petite variation de tension de l'ordre de, je sais pas moi, 1 millivolt sur un signal de 5 volts, on voit que je veux avoir que la partie quelque part alternative et je veux pas avoir le décalage parce que si je mets ici avoir à 5 volts pleine échelle, je verrai quasiment rien. Et donc je veux quelque part zoomer sur cette partie-là. Une des façons de faire ça avec un oscilloscope, c'est en effet d'utiliser le couplage AC/DC, mais ici, vu les fréquences faibles, c'est quasiment impossible à faire. La solution ici, donc, c'est en fait, de pouvoir faire un décalage qui revient à faire un sorte d'offset. C'est-à-dire que je vais donner un décalage qui va être assez important et qui me permettra quand même de voir des petites variations sur un signal dont la valeur normale est importante. Ensuite, ici, on va avoir des différents filtres. Alors là, on est en position 0. Et sinon, là, on a différentes possibilités qui sont en fait des filtres qui amortissent plus ou moins le temps de réponse. De toute façon,
Encore une fois, hein, la fréquence maximum qu'on peut espérer, c'est même pas 10 Hz, hein, parce qu'il y a une inertie mécanique ici qui va être très grande. Ensuite, là, on a une position variable calibrée. Ça, c'est un peu comme les oscilloscopes. Ça permet éventuellement de régler pour avoir vraiment, pour le signal qu'on a, un débattement à pleine échelle. Pour se mettre en mode un petit peu comme un oscilloscope, hein, on va se mettre ici en F2T, choisir ici la durée, et on voit voilà, que quand on démarre, eh ben, le bras avance en fonction du temps, et la plume s'abaisse, et quand il arrive au bout, voilà, il s'arrête. Derrière, hop, on peut recommencer comme ça le balayage. Et on voit que la vitesse ici peut être réglable jusqu'à quelque chose de relativement très lent, et ce qui va permettre par exemple de regarder des variations mécaniques ou de température ou je sais pas quoi, hein, jusqu'à quelque chose d'assez lent. Sachant que la plus rapide, ça doit être celle-là. Voilà, ça c'est la plus rapide, c'est celle-là. Voilà, on voit que ça avance quand même relativement vite. Et jusqu'à la plus lente qu'on voit quasiment plus avancer. Donc voilà pour cette partie, on va dire F2T. Donc c'est pas plus bête que ça. Ensuite, alors mécaniquement, comment ça se passe? Là, c'est un plateau métallique. Donc pour faire tenir les feuilles, moi j'utilise tout bêtement ces petits aimants, hein. Je crois qu'à l'époque, quand c'était livré qu'une sorte de barre aimantée ici qu'on pouvait mettre, si je crois me rappeler, enfin, qui permet de tenir les feuilles. Et en option, il y avait aussi, je crois que c'est avec ça que servent les trous ici, possibilité de mettre une sorte de chargeur avec un rouleau, ce qui permettait de pouvoir avoir des feuilles sans avoir besoin de les replacer à chaque fois. Alors le stylo, j'étais assez embêté. Heureusement c'était livré avec un stylo mais bien sûr il était sec depuis à mon avis un bon nombre d'années. Alors ce que j'ai fait, c'est qu'une petite seringue, je l'ai remplie d'encre. Alors c'est un peu dégueulasse, comme tout ce qui est encre et tout, ça fuit un peu partout, mais enfin bon, ça a fini quand même par le faire marcher. Maintenant peut-être que je me bricolerai une attache pour pouvoir l'utiliser de façon plus sympathique. Enfin voilà, ce que c'est donc une cape traçante. Alors c'est évident que maintenant, avec les choses modernes, enfin, ça n'a plus tellement de raison d'exister. Si je veux faire ce genre de mesure, je prendrai un oscilloscope numérique en mode XY ou en mode oscilloscope normal, et j'enregistrerai les traces sur une clé USB, et ça me fera ça de façon beaucoup plus simple qu'un engin comme ça. Mais bon, encore une fois, là ce que je vous montre c'est plutôt pour une raison un petit peu historique que réellement pratique. De toute façon je pense pas qu'on puisse encore acheter ce genre d'engin neuf. Alors maintenant voyons justement en pratique un petit peu ce que ça donne. Donc voilà un exemple de lissage-joue, hein, tout bêtement. Donc là on est vraiment dans l'équivalent d'un mode XY d'un oscilloscope. Donc là j'ai tout bêtement branché les deux voies sur les deux sorties là, de mon Genet BF, et voilà ce que l'on obtient en sortie. Ici on va le faire marcher en mode oscilloscope en fait, c'est-à-dire que là je l'ai réglé pour que quand j'appuie sur le bouton de déclenchement, l'axe des X avance en fonction du temps. Alors allons-y. Et voilà, on voit que là j'ai bien un signal sinusoïdal et on le voit correctement. Voilà, donc là tiens, on va changer de forme de signal par exemple, on va mettre un triangle. Voilà, on va le faire aller un peu plus vite par exemple. Voilà, et allons-y. Voilà, donc ici on a bien un signal de forme triangulaire. Tout à l'heure on avait le sinus. Donc ici on voit que ça fonctionne vraiment comme un oscilloscope. On va essayer avec un signal arbitraire par exemple. Voilà, tiens, un signal un peu rigolo là, allons-y. Alors ce signal il est un petit peu trop rapide, on va en choisir un autre. Donc voilà, par exemple là j'ai mis un signal un petit peu bizarroïde, histoire de rigoler un peu. C'est parti. Voilà, donc là on voit qu'on a bien le signal ici qu'on est censé avoir sur le générateur. Donc ici on voit très bien l'utilisation dans un mode qui en fait est très proche de ce que donnerait un oscilloscope.
mais sur papier. Alors bien sûr, c'est bien sûr limité à des fréquences assez basses à cause de l'inertie mécanique. Une autre utilisation intéressante, par exemple, d'une table traçante comme ça, c'est de tracer des caractéristiques de dipôle, ou par exemple là d'un semi-conducteur. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je voudrais tracer la caractéristique tension-courant d'une diode Zener. Donc ici, j'ai mis une diode Zener en série avec une résistance, et j'ai branché la voie Y en parallèle sur la résistance. C'est là qu'on voit que c'est intéressant qu'elle soit flottante, parce que je vais avoir une tension, donc complètement isolée, mais c'est la tension bande de la résistance qui représente bien le courant qui passe dedans. Donc là, j'ai programmé mon générateur en tech pour me donner, à chaque fois que j'appuie sur le bouton trigger, une impulsion comme ça triangulaire de 8 volts, et qui, elle, va émise sur la voie X. Et bien sûr aussi aux bornes du système résistance diode. Donc quand je appuierai, j'aurai bien ici un déplacement X qui correspond à la tension, et ici en Y qui correspond au courant. Alors allons-y, je baisse la plume et j'envoie mon impulsion. Et voilà, là on voit bien la courbe caractéristique ici qui se dessine. Voilà, alors si je veux avoir le zéro, bah, c'est très facile, il suffit que je mette ici l'entrée, voilà, en court-circuit, je redonne ici une impulsion. Et là, ça me donnera le niveau du 0. Et voilà, c'est pas plus bête. Alors maintenant, donc là, si je bouge un petit peu le système pour qu'on voit un petit peu le dessin, et bien ici, on retrouve bien tout à fait la courbe caractéristique d'une diode Zener, ici, en fonction de la tension. Donc voilà, grâce à ça, on peut typiquement tracer des caractéristiques de semi-conducteur, enfin de n'importe quoi. La seule différence par rapport à un oscilloscope en mode XY, bien sûr, bah, c'est la bande passante qui est limitée, du fait que, bah, bien sûr, c'est mécanique, donc ça peut pas monter à des mégahertz. Là maintenant, c'est vraiment très facile sur cet appareil. Une fois qu'on a enlevé les deux flasques ici qui tiennent simplement par des clips à chaque bout, on enlève 4 vis qui permet d'enlever les deux amplis, les deux panneaux de commande. Et ici, voilà, ça se lève comme ça. Et on peut accéder à l'électronique. Alors, c'est très bien fait. Il y a, comme sur les voitures, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, ce petit pied là qui permet de... Voilà, j'essaie d'éclairer. Voilà. Ce petit pied ici qui permet de tenir le panneau ouvert. Et à l'intérieur, on peut voir ici l'électronique, donc qui est vraiment très simple. On a ici le transformateur d'alimentation. Là, cette petite carte avec le pont dresseur et un condensateur qui filtre l'alimentation à une tension d'environ 28 volts. Ensuite, ici, on a ce bloc d'alimentation qui, avec un régulateur intégré, fait une tension de l'ordre de 18 volts, d'après ce que j'ai mesuré. Les deux amplificateurs Y et X, sachant que ces amplificateurs sont isolés, flottants. C'est ce qui explique ici ces deux bobines et les deux transistors ici, hein, qui en fait font un oscillateur qui transforme le 18 volts ici dans une tension alternative à haute fréquence ici qui est élevée, faite par le transformateur, redressée ici par le pont, et qui sert après à alimenter tous les amplificateurs, sachant que la pièce maîtresse, c'est ici des LH21. Alors LH, ça veut dire hybride, hein, chez National Semiconductor, et le LH21, c'est un circuit qui est très intéressant, qui contient à l'intérieur un 741 et des transistors de puissance. Donc voilà, c'est pas plus bête, et ça commande directement les moteurs. On a ici cette petite carte là qui est, je pense, la base de temps pour la partie timing. Je ne suis pas sûr, mais je pense. Et ici, après, les connecteurs qui vont sur les panneaux de commande qui ne comportent que des composants passifs. Donc voilà, on voit que c'est très facile à maintenir. Il suffit d'enlever ici ces petites vis pour pouvoir retirer les circuits des connecteurs. Donc pour ça, au niveau maintenance, c'est vraiment très très bien fait, hein, c'est de la belle mécanique. Il n'y a rien à redire par rapport à ça. Pour info, la panne, c'était quoi?
C'était un de ces transistors ici qui était en court-circuit, ce qui court-circuitait toute la ligne, il n'y avait plus rien qui marchait. Il faisait bien sûr à chauffer à mort le LM309 ici. Donc j'ai simplement changé le transistor et c'est reparti comme en 14. Vraiment très simple. Alors on peut voir ici que l'entraînement de l'axe X est fait carrément par deux moteurs. Et pourquoi cette double motorisation? Parce que bien sûr, vu qu'ils ont fait le choix d'avoir le moteur et de l'entraînement Y sur tout le chariot, il est quand même relativement lourd et ça permet d'avoir la puissance nécessaire pour le bouger. Ici, je vais pouvoir vous montrer, là, vu que j'ai enlevé le capot, l'axe des Y. Donc on voit ici le moteur. Ici, on peut voir le rail, voilà, avec le câble d'entraînement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est bien sûr pour la recopie, voilà, on voit ici très bien le curseur qui frotte le long d'un potentiomètre linéaire qui fait toute la longueur, et donc ce qui permet à l'électronique de connaître la position du bras pour pouvoir faire la rétroaction. Voilà, ici donc il y a le système d'entraînement et d'accrochage du crayon, sachant que c'est ici que le relève plume se fait ici par un rail qui est tout le long. Voilà pour cette vidéo, qui me rappelle aussi le tout début de ma chaîne, hein, parce que si vous regardez une des toutes premières vidéos que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, c'était de vous présenter la grande sœur de cette table-là. C'est un peu la même, mais en format, on va dire, A3. Et j'avais fait 2-3 vidéos sur le sujet. Enfin, donc voilà, donc il va vraiment falloir de la place. Maurice, va falloir que tu fasses de la place pour ta nouvelle copine, je suppose. D'accord, j'ai pas gagné. Bon, espérons qu'il va pas tout casser. Allez, ciao, bye.